C'est mon dernier jour de voyage au Japon. J'ai voulu le terminer symboliquement seul, dans la ville d'Issei, qui abrite le sanctuaire Shinto le plus sacré du pays. Après 3 semaines et demie d'exploration intense à travers plus d'une vingtaine de sites, j'ai voulu prier pour réussir un nouveau départ. Pour être honnête avec vous, l'absence de mon père reste encore à ce jour le pire événement de toute ma vie. Et de là où il est désormais, j'espère qu'il sera toujours aussi fier de moi. Après avoir vécu dans un village japonais, une mégalopole, marché dans des montagnes enneigées et terminé mon périple ici devant la mer, j'ai eu envie de courir, d'exploser, de crier pour marquer une nouvelle renaissance. Parce que malgré ce que la vie peut nous faire subir, je suis convaincu qu'il faut aller de l'avant et tout faire pour remplir notre existence sur Terre d'un maximum de fierté. Pour ce nouveau départ, en me dirigeant sur la voie menant au sanctuaire Shinto le plus sacré du Japon, j'arrive dans un lieu très prisé des Japonais où les célibataires viennent prier dans l'espoir d'avoir plus de chance en amour. Situé sur la côte est de la préfecture de Mie, nous voici devant les rochers mariés, appelés Meoto-iwa. C'est avec ce lieu symbolique que je voulais vous exprimer ma reconnaissance pour tout le soutien et l'attention que vous m'avez témoigné durant toutes ces années. Désormais armé d'une détermination sans limite, je vous invite dès à présent à voyager à mes côtés pour découvrir de nombreuses facettes méconnues du Japon. Ouvrez bien grand vos yeux comme ce crapaud, je vous emmène là où le Japon est né. Dans mon esprit, j'ai des images du Japon à différentes époques, mais je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans tout ça. Pour faire simple, nous pouvons subdiviser l'histoire du Japon en 5 phases, elle-même subdivisée en périodes. La naissance du Japon correspond donc à la période juste après sa préhistoire, appelée la période Asuka, l'époque où le Japon était à l'école de la Chine. Cette période doit son nom au village d'Asuka, situé dans la préfecture de Nara. Nous allons commencer ce voyage au cœur des célèbres rizières millénaires de ce village. Le riz est l'ingrédient de base de la cuisine japonaise. Les archéologues pensent que le riz a été cultivé pour la première fois au Japon il y a plus de 2000 ans. Au cours de la période médiévale, cette céréale avait un statut de monnaie qui permettait aux paysans de payer leurs impôts fonciers. Les croyances anciennes attribuent des pouvoirs mystiques au riz. Par exemple, pour purifier un terrain avant la construction d'une maison, on procède à l'éparpillement de grains de riz pour chasser les esprits malfaisants. C'est avec l'esprit nourri de ces légendes que je m'en vais explorer les rizières d'Inabushi. Sur les lieux, je suis interloqué par une série de photos affichées le long de la route. Laissez-moi vous présenter une compétition internationale qui nourrit la réputation du village. Là, je suis devant des photos d'un concours qui est organisé chaque année par la ville d'Asuka. Alors c'est à peu près à mi-septembre où ils organisent un concours d'éventail pour faire fuir les corbeaux. Et regardez, en fait ici sur tout le mur, vous avez tous les participants. Et les derniers gagnants sont celui-là, le numéro 10, et celui-là, le numéro 11. Mais personnellement, celui que je préfère, c'est le plus grand là. Je vais revenir sur 3 participants. Et devinez quoi, ils viennent de Hong Kong. C'est-à-dire qu'il y a des Hongkongais qui viennent ici pour participer à ce concours. Que je trouve sidérant mais marrant. Donc il y a Ho, Tong et Poon. Moi, je préfère Ho, avec son kimono, son yukata. C'est pas mal ça. Ce qui me plaît dans ce pays, c'est sa capacité à toujours me surprendre malgré mes nombreux voyages. Je n'avais jamais vu un tel concours, surtout dans un petit village peuplé de 5000 habitants. L'attitude kawaii est omniprésente au Japon, et cette compétition en est un bel exemple. Je suis arrivé devant le ninja, et dans ce calme paisible, je me dis que tout ce calme, c'est dû à lui. Il a réussi à faire peur à tous les corbeaux du coin. Après 12 heures d'avion, je n'ai pas encore retrouvé mes repères. Cela fait si longtemps que je ne suis pas revenu au pays. Je craignais perdre la magie des premiers jours, des premiers instants quand j'ai découvert le Japon. Finalement, la réalité me rend compte que la passion est toujours là, même devant des choses si simples comme ce coucher de soleil.
Fraîchement arrivé dans le village d'Asuka, je commence à me sentir plongé dans son passé. Pour renforcer l'immersion, voici une activité qui vous transporte à l'époque où le Japon était à l'école de la Chine. Ici, je suis à l'office du tourisme. J'ai envie de vous proposer de vous mettre dans la peau d'une personnalité de haut rang à l'époque d'Asuka. Alors aujourd'hui, on me propose 5 costumes. Il n'y avait que les personnes de haut rang, comme les aristocrates par exemple, qui portaient ces costumes. Et moi, j'ai l'honneur de vous proposer d'essayer un costume. Alors ici, j'ai 2 costumes rouge, bleu, jaune et bleu marine. Mais me connaissant, et comme je suis un peu extraverti, j'ai envie d'essayer une couleur qui se voit, le rouge. Sumimasen! Alors ça m'arrange, j'ai pas besoin de me déshabiller. J'ai l'impression d'être un rappeur américain. Vous connaissez Bobby Brown? La dernière étape consiste à enfiler le costume et le serrer à la taille avec une ceinture. Quand cette jeune fille termine de m'habiller en me mettant ce chapeau, je me suis senti envahi d'un pouvoir de séduction intense. Would you like to marry me? Your mother, your mother is. No, she's too young. She's too young, very young. La dame que je viens de demander en mariage est la directrice de l'office du tourisme. Malgré mes appels de phare, pas de réponse en retour à part son sourire. J'aurais donc marqué l'histoire du Japon par un énorme râteau. La nuit vient de tomber sur le village d'Asuka. Je viens d'être ramené en voiture par 2 femmes membres du gouvernement japonais à mon lieu d'habitation. Une fois arrivé dans mon immense chambre, on me présente sur une carte les nombreux lieux à explorer dans le village d'Asuka. J'écoute attentivement les conseils de Madame Yuri Takeda, mon guide anglophone, et je lui fais part en retour de mes désirs pour dresser ensemble un ordre de visite pour demain. Pour être sûr de pouvoir utiliser mon drone durant le tournage, Madame Kana Hayashi, chef coordinatrice à la préfecture de Nara, vérifie au téléphone toutes les autorisations nécessaires pour filmer au-dessus du village. La faim commence à se faire sentir, nous quittons donc la chambre pour aller dîner. The good manner to stay. I can stand like this. Yeah, sure. Okay. And you know the word? Itadakimasu. Wow, itadakimasu. You already know that. Yeah. Être reçu chez une famille japonaise est un événement exceptionnel. Les Japonais ont conscience que l'étranger puisse avoir des difficultés à s'adapter à certaines circonstances, comme le fait de savoir s'asseoir sur un tatami ou manger à la japonaise. En général, un dîner se déroule à l'extérieur pour éviter tout embarras. Par conséquent, si vous êtes invité dans un foyer japonais, prenez-le comme un honneur. On vous présentera tous les membres de la famille et ne vous étonnez pas si les personnes âgées vous saluent particulièrement bas. Vous êtes l'invité d'honneur. Et en tant qu'étranger, un simple salut de la tête suffira pour obtenir leur reconnaissance. La dame que vous venez de voir est Madame Wakimoto, la maîtresse des lieux. Pour vous faire un bref résumé de son histoire, sa famille était en charge de la garde du mausolée de l'empereur Tenmu, qui fut le 40e empereur du Japon, et de l'impératrice Jito, qui a pris sa succession et fut la 3e femme à occuper cette position. Le mausolée est situé à quelques mètres de la maison. Un travail d'honneur effectué jusqu'à la génération de l'arrière-grand-père de Madame Wakimoto. Pour me rendre compte de l'héritage familial exceptionnel, elle m'a présenté ce qu'elle appelle en japonais un goyo chochin, une lampe torche d'époque qui a réellement été utilisée quand la maison Wakimoto, en tant que chef du village, était en charge de la garde du mausolée. Non, c'est un vrai musée, c'est un vrai trésor, cette maison. Tout est si particulier, il y a une vraie âme dans cette maison. Là, on vient de voir une lanterne qui a été offerte à la famille il y a au moins 300 ans. Et là-bas, la famille possède en fait ce paravent. Et pour bien conserver cette pièce unique et rare, ce que vous voyez là, ce sont de vrais coquillages. Et pour que les éléments ne s'effondrent pas, Madame Wakimoto, elle a mis ce verre d'eau pour pouvoir en fait entretenir un petit peu d'humidité. Une pièce de collection extrêmement rare et forcément très précieuse. Au Japon, vous aurez l'occasion de voir des emblèmes japonais comme ici. Ce sont des symboles que l'on pourrait comparer à la tradition héraldique en Europe.
À l'instar du vieux continent, ils sont utilisés pour représenter et identifier une famille, se transmettent de génération en génération et font partie de l'héritage ancestral auquel les gens sont très attachés. Malgré le fait que les insectes consument peu à peu l'héritage précieux de Madame Wakimoto, je note à quel point les Japonais sont fiers de leur patrimoine. Avant de rejoindre ma chambre, j'ai voulu me rendre une dernière fois dans la salle à manger, pour m'imprégner de cette atmosphère. Cela faisait si longtemps que je n'ai plus mangé de cette façon, et remettre à zéro mes principes de vie me fait un bien fou. Il est temps que j'aille me reposer. Si vous souhaitez séjourner chez les Wakimoto, vous aurez sans nul doute la sensation de vivre comme dans les films ou les mangas japonais. Votre pièce intime se trouve en réalité dans une autre petite maisonnette traditionnelle que l'on accède en traversant le jardin familial. En ouvrant la porte de ma chambre, je découvre que le futon était déjà préparé durant mon dîner. Mes paupières sont lourdes. Il est temps pour moi d'aller dormir et reprendre des forces au son des grillons. J'ai hâte d'aller explorer Asuka. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt pour aller observer le lever du soleil. C'est à ce moment bien précis que j'aime voir les gens commencer leur journée, comme cet enfant qui se rend tout seul à son école. Pour vous situer la maison de la famille Wakimoto, en prenant la carte officielle du village d'Asuka, repérez le mausolée de l'empereur Tenmu et de l'impératrice Jito. En zoomant sur la carte, je me suis rendu compte que la maison était située à proximité. Après une courte visite autour du monument funéraire, je suis retourné à la maison. Voici la maison de la famille Wakimoto. Ce type d'hébergement est appelé Minchuku. En d'autres termes, c'est l'équivalent japonais de la chambre d'hôte. Les chambres sont louées à la clientèle et font partie intégrante de la maison des propriétaires. Le soin du détail dans l'entretien des jardins me rappelle encore une fois le raffinement des Japonais pour l'art floral. Je n'avais pas vu ça hier. Je me suis levé tôt parce que hier j'étais arrivé un peu tard. Je n'avais pas eu le temps de bien observer là où je vivais. Et enfin ce matin, au lever du soleil, je regarde enfin la beauté des lieux, quoi. J'aime beaucoup les allées en pierre. J'aime beaucoup les lanternes. Un soin a été apporté à la taille des arbres. Si vous regardez bien, en fait, les arbres ont une forme bien arrondie. Il faudrait que je discute avec la propriétaire des lieux parce que soit elle a un bon jardinier ou alors elle a appris l'art de la décoration d'un jardin parce que son jardin est magnifique. Pour commencer cette belle journée, je quitte le village d'Asuka pour me diriger vers Nara afin d'atteindre Imaicho. C'est un village très célèbre au Japon car il a su conserver intacte l'ambiance de la période Edo. Avec plus de 500 bâtiments traditionnels, nous sommes ici dans le plus grand quartier de préservation de bâtiments traditionnels du pays. J'ai pris rendez-vous avec monsieur et madame Tsuneoka qui tiennent une boutique de sauce soja. Lassé de goûter à de la sauce industrielle, j'avais envie de rencontrer un vrai maître ayant fait perdurer une méthode japonaise ancestrale dans la fabrication de la fameuse sauce soja. Je m'attends donc à goûter à l'excellence. Alors maintenant, place à la dégustation. J'ai envie de tester cette sauce soja originale. Celui-là, je pense qu'il est très concentré. Vous voyez la texture? J'ai pas envie de dire que c'est crémeux, mais la goutte n'est pas hyper liquide. Cette sauce est délicieuse. Allons voir comment la sauce soja est fabriquée. Tout d'abord, il faut des graines de soja que l'on fait cuire à la vapeur dans des machines qui ressemblent à ça. Ensuite, il faut aussi rajouter des graines de blé que l'on met à griller. On mélange le tout grâce à cet appareil qui donnera le koji. Ce précieux liquide sera ensuite placé dans des cuves de fermentation durant 1 an et demi à 3 ans sous l'œil de maître Tsuneoka. Bon, il est temps pour moi de vous montrer à quoi ressemblent les salles de fermentation. Il y a un petit escalier, je vais faire super attention. Si je tombe, je finis noyé dans le soja. Première mission délicate pour moi, je dois rejoindre le grand maître sans tomber dans les cuves.
vous voyez là. Là, je suis en train de touiller. Je fais rentrer l'oxygène. Voilà. Pour accélérer la fermentation. À maturation, on obtient une pâte appelée moromi. Après cette étape de fermentation, vient l'étape de pressage. Au cours de cette opération, le moromi, qui est une sorte de mou fermenté, est placé à travers plusieurs couches de tissu. La sauce soja est alors extraite du moromi arrivé à maturation par pressage. Maître Tsuneoka est en train de défaire une couche de tissu où le moromi a déjà donné tout son jus. Le but est de me faire tester son goût. Ah! I want to eat sushi now. Enfin, la sauce soja est chauffée. L'activité des enzymes est alors interrompue afin de conserver une qualité stable avant la mise en bouteille. Ouais. La sauce soja est super fort là. Mais c'est super bon. En plus d'avoir un goût très affûté dans l'art de la sauce soja, j'ai découvert que Maître Tsuneoka avait aussi l'art raffiné pour la vanne. Voilà. Dans le regard d'un étranger, le Japon est un pays à 1000 surprises, disséminées à chaque coin de rue. Pour illustrer mon propos, voici ce que j'ai découvert par hasard dans les allées historiques du village d'Imaicho. Vous savez, au Japon, partout vous allez trouver des distributeurs de boissons. Bah, venez avec moi, je viens de trouver un nouveau truc. Oh. Devinez quoi, je suis devant un distributeur de tofu. Il y a des sauces soja ici, il y a du tofu. Ils sont dingues ces japonais, il y a vraiment de tout. Alors si par exemple je regarde en fait ce tofu là, ça doit coûter peut-être 1,50 €. Bon bah si jamais vous avez une petite fan de tofu, une petite envie de cuisiner avec du tofu, bah, vous avez ce qu'il faut. Merci la technologie, pas besoin d'aller à l'épicerie, vous avez cette machine 24 h sur 24. De retour au village d'Asuka pour le déjeuner, j'ai eu envie de manger des spécialités japonaises typiquement locales. Tout près du très célèbre tombeau Ishibutai, il y a un restaurant servant des plats sains à base de produits frais issus du village d'Asuka. L'endroit que je m'apprête à explorer est une ancienne brasserie de saké construite il y a près de 200 ans. Un jour, un couple de très grands passionnés d'histoire, M. Junichi et son épouse Tsuneko, tous deux tombés amoureux du village d'Asuka, ont décidé de la rénover pour ouvrir un rétro-café. Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite ressenti l'ambiance de la période Edo, à travers sa boutique et son banc d'attente situé en face du bar. Comme à l'accoutumée, les clients déposent leurs chaussures avant de pénétrer dans la salle. Beaucoup de Japonais viennent en couple et de tout âge, comme ce monsieur qui semble attendre sa dulcinée, occupé à se choisir une tenue élégante. La vaisselle utilisée ici est principalement japonaise et donne un sentiment de fusion asiatique avec une partie faite par des artistes coréens et chinois. Aucun détail n'a été oublié comme ce panier par terre pour ranger vos affaires personnelles. La nostalgie est ici permanente. Dans ce restaurant, vous allez trouver plein d'éléments qui vont vous faire voyager dans le passé. Regardez cette télé, Pana Connor. Je suis sûr que j'étais même pas né quand elle était sortie cette télé. J'adore cet endroit parce que vous avez l'impression de voyager dans le temps. La minutie des propriétaires va très loin dans la décoration d'intérieur, mais aussi sur certains aspects pratiques. Toujours le sens du détail, les Japonais. Derrière la chaise, j'ai un petit plaid. Et comme on est au mois de novembre, il fait un peu froid, donc ils ont même pensé à nous réchauffer les genoux. On est comme à la maison ici. Une fois bien installé, je n'avais qu'une hâte, découvrir une gastronomie made in Asuka que j'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Une salade de légumes d'automne servie sur une longue assiette et 2 bols séparés pour des saveurs totalement différentes. Quand Kana Hayashi me sert des serviettes humides et chaudes, j'ai reconnu une odeur très agréable. Ah, this is tea! Ça a l'air délicieux. À présent, je vais manger et je vais vous présenter en images ce que je m'apprête à manger.
Du riz aux haricots rouges, une assiette de légumes, du thé, du tofu, une soupe miso et encore des légumes de saison. Tout le raffinement dans le dessert japonais. Sur la gauche, on me présente un café avec une cuillère et à droite, un dessert sur 2 étages. Alors vous ouvrez le premier couvercle, c'est un kiwi, du pain de mie je crois, et puis ça a l'air d'être un flan, mais il faudrait que je vérifie ça. Et juste en dessous, une boule de glace. Et tout ça servi sur une planche de bois. Le raffinement à la japonaise. Le temps passe tellement vite. J'aurais aimé rester plus longtemps ici, mais j'ai encore plein de choses à explorer. De retour au village d'Imaichu, j'ai voulu me rendre compte à quel point le Japon a si bien conservé son patrimoine historique. Je suis en train de me promener dans les allées de ce village et je voulais vous dire, toutes les constructions ici sont très traditionnelles. Mais je me suis posé une question. Regardez avec moi. Devant cette maison, à la construction traditionnelle très jolie, j'ai remarqué une chose. Pourquoi il y a des barrières comme ça? Je me suis posé la question. Et il faut savoir une chose. À une certaine époque, au Japon, on se déplaçait en cheval. Et les propriétaires de ces maisons qui refusaient de voir des chevaux devant chez eux, parqués devant chez eux, ils montraient leur refus de les parquer en mettant des barrières. Comme ça, les chevaux ils ne pouvaient pas en fait se reposer ici. Par contre, de l'autre côté, vous avez des gens beaucoup plus généreux. Regardez cette maison par exemple. Pourquoi il y a des anneaux ici? Vous avez vu? Devant cette maison, il y avait un anneau, 2 anneaux, 3 anneaux, 4, 5 anneaux. Et bien que vous ne connaissiez pas cette famille, vous arrivez en cheval et vous pouvez accrocher votre cheval devant la maison. Bon, même si aujourd'hui les gens ne se déplacent plus en cheval, on a quand même voulu garder les traces du passé. L'aspect de ce quartier est si authentique qu'il a souvent été utilisé comme décor de tournage pour les drames traditionnels de samouraï. Les lignes électriques qui marquent les rues urbaines au Japon ont été enterrées dans une grande partie de la zone où je suis, ajoutant ainsi un sentiment d'ancien monde. Certaines maisons sont privées, mais d'autres sont ouvertes au public. Je vais donc vous présenter l'intérieur de l'une d'entre elles. Dans le village, vous avez là aussi la possibilité de visiter des maisons traditionnelles. Je suis ici dans une maison traditionnelle où vous n'avez rien à payer en fait. Vous pouvez voir comment les Japonais vivaient à une certaine époque. Alors, on va commencer par la cuisine. Alors, regardez ici, vous avez plusieurs containers. Ici, on faisait cuire de la viande, des légumes. Et si vous levez la tête, vous avez un mur ici. Alors, pourquoi il y a un mur? Je vais vous expliquer. C'est que quand vous cuisinez ici, Masterchef, voilà, je fais mon cuisine et tout. Et là, vous voyez, en fait, il y a plein de fumée qui monte. Et bien, le mur qui est au-dessus de moi sert en fait à bloquer la fumée pour qu'elle ne pénètre pas dans le salon en face de moi. Et donc la fumée, par où elle s'évacue, elle monte ici, et elle rentre par la fenêtre derrière moi. Et une chose, attendez, dernière chose, c'est qu'à l'époque, les gens, ils avaient une maison, mais ils avaient aussi des servants. Ils travaillaient dans les boutiques, c'était à l'entrée de la maison, et derrière, il y avait la maison. Mais où est-ce qu'ils dormaient? Regardez-moi cette échelle. C'est là où on logeait les servants. Il faut savoir une chose, c'est qu'à minuit, les propriétaires, ils enlevaient cette échelle pour éviter que les servants ne prennent la fuite en pleine nuit. Et puis ils leur mettaient le matin. Mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Hein. Voilà. Bon, je pense avoir terminé la visite et on va aller continuer notre exploration d'Asuka. Allez, Japon! Petite explication, quand vous vous promenez dans les villages comme Asuka, vous allez voir des bâtisses comme celle-ci avec des boules. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à une certaine époque, on utilisait ces boules pour montrer que dans cet endroit, on fabriquait le saké. Mais aujourd'hui, on utilise ça aussi pour tout simplement indiquer que vous pouvez acheter en bouteille ce précieux liquide. On va aller voir à quoi ça ressemble. Si vous êtes un amoureux de saké,
cet endroit est un paradis où vous serez gâté par les nombreuses catégories existantes, fabriquées localement. Les prix m'ont paru très raisonnables, alors prenez le temps de goûter gratuitement à chaque bouteille avant d'acheter. De retour au village d'Asuka, j'ai pu essayer des glaces exotiques comme celles au wasabi, au thé matcha ou au riz sucré. Après avoir longtemps marché, j'avais envie de me déplacer plus rapidement à moindre frais. Le village d'Asuka ayant un peu de dénivelé, j'ai donc opté pour le vélo électrique. Avant que le soleil ne se couche, j'ai eu envie de faire un tour dans les rizières. Lors de mon arrivée la veille, je n'ai eu le temps que d'observer partiellement le paysage. Le concours d'épouvantail m'avait vraiment sidéré. L'occasion pour moi de dire un dernier au revoir à l'épouvantail ninja. Ces 2 premiers jours ont été riches d'enseignements pour moi, et j'ai pu rentrer un petit peu plus dans l'âme du Japon ancestral comme jamais auparavant. En tant qu'étranger, il m'était très difficile d'appréhender la culture japonaise et ses codes comportementaux. Tout ça me paraissait tellement compliqué lors de mon premier séjour il y a maintenant 8 ans. Mais pour réussir à comprendre le Japon d'aujourd'hui, il m'a semblé nécessaire de l'étudier, de revenir au pays plusieurs fois, jusqu'à enfin me sentir prêt à venir explorer Asuka et comprendre la naissance du Japon. À ce propos, en revenant à la carte officielle d'Asuka, je termine ma visite dans un endroit clé de l'histoire du Japon, le célèbre tombeau Ishibutai. Ishibutai. Alors je suis devant une carte Ishibutai. You are here. Ishibutai. Tumulus. Ah bah tiens, c'est là. Il y a des mystères dans l'histoire de l'humanité qui n'ont jamais été élucidés à ce jour, comme les tombes de l'Égypte antique par exemple. Et le Japon, riche de son histoire millénaire, ne déroge pas à cette règle. Cela fait plusieurs années que j'enquête sur les origines du Japon, sur comment ce pays a été fondé, et je rêvais de voir de mes propres yeux la plus grande tombe antique du Japon, celle qui est censée abriter le corps de Soga no Umako, la personne la plus puissante de la région au VIe siècle après Jésus-Christ. Chef du clan Soga, qui a conduit d'importantes réformes politiques vers l'an 600. Il est aussi le défenseur du bouddhisme depuis son introduction au Japon. En ayant épousé ses 3 filles avec des membres de la famille impériale, il a pu utiliser son pouvoir et son influence pour asseoir le bouddhisme dans tout le pays, et il fonda en l'an 588 le temple Asuka-dera, le plus ancien temple du Japon. Maintenant, si vous observez le tombeau vu du ciel, vous constaterez que la surface supérieure ressemble à une scène, butai en japonais, constituée de pierres, ishi en japonais, d'où le nom Ishibutai attribué à ce tombeau. La légende raconte que les soirs de pleine lune, les renards de la région se transforment en jeunes filles et dansent autour du tumulus, peut-être dans l'espoir de réveiller l'âme de celui qui a bâti les fondations du Japon et qui a consolidé son futur culturel. En vous approchant du tombeau, vous serez face à la plus grande structure mégalithique du pays, avec 2 rochers de 140 tonnes à son sommet, pour un poids total de 2300 tonnes. Les générations d'archéologues n'ont pas réussi à résoudre de nombreuses énigmes jusqu'à aujourd'hui. Comment ces pierres ont pu être assemblées à une époque où les grues n'existaient pas encore? Comment ces pierres de granit, provenant du mont Tonomine et situées à 3 km d'ici, ont-elles pu être transportées? En pénétrant dans la chambre funéraire, je me suis moi-même demandé comment ce monument a pu tenir face aux intempéries, aux tremblements de terre et rester aussi intact. Vu du ciel, je me sens si petit face à la nature et au poids du passé. D'ailleurs, à cet instant précis, j'ignore le poids du plafond qui stagne à 8 mètres au-dessus de ma tête. Je sais pas combien de tonnes ces pierres représentent. Et si ça me tombe dessus, je suis réduit en bouillie. J'ai atteint un objectif personnel qui consistait à aller beaucoup plus loin dans mes recherches sur les origines du Japon. Aujourd'hui encore, des fouilles sont organisées autour de ce tombeau pour essayer de comprendre la naissance du Japon. On ne peut pas certifier toutes les suppositions énoncées à ce jour, mais une chose est sûre, c'est que l'âme du Japon est encore très loin de nous avoir délivré tous ses secrets.
Depuis des millénaires, la légende raconte que si tu t'abonnes à cette chaîne, tu seras envahi d'un pouvoir de séduction intense, très intense, immensément intense.